2021. Vous êtes historien, ancien élève de l'École normale supérieure, de Sciences Po, de l'ENA, conseiller maître à la Cour des comptes. Votre parcours est impressionnant. Vous étiez chargé à la Direction générale du Trésor des relations avec les pays étrangers, notamment les pays africains, et vous avez été directeur de cabinet de Pierre Moscovici, ministre de l'économie. Vous avez été secrétaire général pour les affaires économiques au Quai d'Orsay auprès de Laurent Fabius, et vous avez coordonné la négociation sur les questions financières lors de la COP 21 qui aboutira à l'accord de Paris sur le climat en 2015. Notre première rencontre a eu lieu le 28 janvier 2016 au Quai d'Orsay. Le président de la République, François Hollande, nous avait demandé d'étudier le rapprochement de l'Agence française de développement avec la Caisse des dépôts. Ce rapprochement avait comme objectif de résoudre le problème de l'insuffisance des fonds propres de l'AFD. En effet, la direction du budget exigeait que la totalité des bénéfices de l'AFD soit versée à l'État à titre de dividende. Entre des fonds propres qui ne se croissaient plus et des interventions qui devenaient de plus en plus importantes, il y avait vraiment un problème. Et on peut dire que le système était bloqué. On était dans l'impasse, il fallait trouver une solution et l'idée était de rapprocher l'AFD de la Caisse des dépôts, ceux qui auraient fourni un support financier suffisant pour résoudre le problème. Vous procédiez alors à des auditions de personnes susceptibles de vous apporter des informations sur l'AFD et sur la Caisse des dépôts. J'étais surpris qu'on ne m'ait pas fait signe pour vous apporter mon concours sur un problème que je connaissais bien pour avoir été pendant 10 ans directeur général de la Caisse centrale de coopération économique. J'en fis la remarque à notre collègue, M. François Pacman, qui me fit ajouter à la liste des personnes que vous pourriez consulter. Et c'est ainsi que nous avons fait connaissance. Je vous avais fait part des relations parfois difficiles entre la Caisse centrale et la Caisse des dépôts, qui tenaient surtout à l'action de leur filiale, la Société d'équipement du territoire, la SET, qui proposait aux États africains de leur réaliser des infrastructures en leur disant que le financement était acquis, puisque le directeur général de la Caisse des dépôts était en même temps président du conseil de surveillance de la Caisse centrale. M. Postel-Vinet, qui était directeur de la Caisse centrale pratiquement depuis l'origine, en 1944, s'en est ému. Et il a demandé que M. Bloch-Lenné soit remplacé en tant que président du conseil de surveillance de la Caisse. Et c'est ainsi que M. Bloch-Lenné a été remplacé par M. Guillaume Guindet, homme tout à fait éminent, compagnon de la Libération, qui était directeur des finances extérieures. Et quand je suis arrivé à la Caisse centrale, c'était lui, M. Guindet, qui était encore président du Conseil. Je me souviens de vous avoir dit de prendre des précautions pour préserver votre indépendance
et vous n'acceptez de financer que des projets que vous auriez pu faire étudier par vos services et notamment par vos agents sur le terrain qui sont très qualifiés. Fort heureusement, le Trésor a trouvé une solution beaucoup plus simple à ce problème des fonds propres en acceptant d'incorporer au capital de l'AFD les avances que le Fonds de développement économique et social, qui est un compte du Trésor, avait consenti à la Caisse centrale, qui pendant très longtemps était financée essentiellement par le FDES. Je me souviens que la fin des interventions du FDES est arrivée pratiquement en 1973. Et elle a été remplacée à ce moment-là par un système de bonification d'intérêt, la Caisse centrale allant se financer sur le marché. Directeur général de l'AFD dans l'origine de la Caisse centrale de la France libre, fondée par le général de Gaulle en 1941 à Londres, vous dirigez depuis 5 ans le bras séculier de l'État pour la mise en œuvre de l'aide publique aux pays pauvres dans le cadre des objectifs de développement durable définis par l'ONU en 2015 pour 2030. S'ajoute à cette mission l'orientation des investissements de l'AFD vers la réalisation des objectifs définis dans l'accord de Paris à l'issue de la COP 21 pour la préservation de la planète. L'AFD aujourd'hui est le pivot de l'aide publique française, comme le préconisaient les recommandations du rapport Gors que j'avais rédigé en 1971 et mis au placard à l'époque. Le rapport préconisait en effet de faire de la Caisse centrale, ancêtre de la FD, l'instrument unique de l'aide publique au développement. C'est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous avez vous-même contribué à cette mutation lorsque vous étiez chargé au Trésor du Bureau de la coopération monétaire et du développement. Vous avez en outre élargi votre groupe en intégrant Expertise France, chargé de la coopération technique, avec 400 collaborateurs au siège et 600 intervenants sur le terrain. C'était une progression tout à fait essentielle, car la plupart des projets de développement nécessitent un concours humain qui est celui de la coopération technique. Avec Proparco, que j'avais créé avec M. Panouillot en 1977 pour financer le secteur privé par des prêts et des prises de participation dans les entreprises, le groupe que vous dirigez est un instrument puissant et efficace de promotion économique et sociale au service du développement. Lors de votre audition par les commissions parlementaires chargées de donner un avis sur votre candidature, vous avez pris 2 engagements. D'abord de faire grandir l'Agence française de développement et ensuite d'agir avec davantage de partenaires voués au développement. Avec 14 milliards d'euros d'engagement en 2020, 85 agences sur le terrain et 4000 salariés, l'AFD ne ressemble plus du tout à la Caisse centrale que j'ai dirigée de 1979 à 1989. Quand je suis arrivé à la Caisse centrale en 1968, elle avait 600 salariés au siège et à Outre-mer. Et le plafond d'engagement fixé par le Trésor était de 240 millions de francs pour les États africains et 480 pour les dom-toms. À l'époque, le ministère de la Coopération avait un personnel nombreux,
dont la plupart des techniciens ont rejoint la FD lors de la suppression du ministère. En même temps, les ressources du FAC, qui finançaient jusque-là toutes les infrastructures n'ayant pas un rendement rapide, a été voyez ces ressources chuter, ce qui a conduit à augmenter les prêts de l'AFD pour les projets d'infrastructure, notamment les routes que la Caisse centrale n'avait jamais financées. Après avoir ainsi réussi votre premier engagement, vous avez mené à bonne fin le deuxième. Vous avez en effet développé le cofinancement et les partenariats avec d'autres banques ou institutions vouées au développement. C'est ainsi que vous êtes président de l'International Development Finance Club, qui groupe les principales banques de développement du monde entier. Et vous utilisez, enfin, l'objectif de ce fonds, c'est de coordonner les investissements entre les bailleurs de fonds et les orienter vers les objectifs de développement durable définis par les Nations Unies et les recommandations de l'accord de Paris sur le climat. Quand j'étais entré à la CCE, à la Caisse centrale, en tant que directeur général adjoint en 1968, la Caisse centrale ne travaillait que dans les pays de la zone franc. Petit à petit, son action s'était étendue, mais restait limitée par la politique du Trésor, qui ne voulait pas que dans un même pays puissent coexister des prêts gouvernementaux destinés à financer les exportations de matériel français et les prêts de la Caisse centrale. C'était la doctrine Nebo, du nom d'un sous-directeur de l'époque au Trésor. À l'époque, la Caisse centrale ne pouvait pas intervenir au Maroc, ni en Tunisie, où les prêts gouvernementaux finançaient les grosses exportations de matériel. C'était quand même abusif de déclarer au comité de développement de l'OCDE ces prêts comme étant des éléments de l'aide publique française, alors que ces prêts gouvernementaux n'étaient rien d'autre qu'une aide à l'exportation, accordée sans examiner la faisabilité ou la cohérence des projets financés. Je peux citer un exemple caricatural, c'est celui d'une usine de Sisal à Madagascar. Un prêt gouvernemental comprenait notamment l'installation d'une usine de Sisal près de Fort-Dauphin, dans le sud de Madagascar. Et quand je suis repassé 10 ans plus tard dans cette région, j'ai vu que cette usine avait été créée, mais que la végétation l'avait complètement submergée, parce qu'en fait, il n'y avait pas de Sisal. Dans le souci de ne plus confondre aide à l'exportation et aide au développement, l'aide publique française est heureusement déliée aujourd'hui, selon les recommandations du GAD. Elle n'est plus subordonnée à des fournitures françaises. Et donc, les États peuvent procéder à des appels d'offres internationaux, et ce qui n'était pas possible à l'époque. Aujourd'hui, l'AFD intervient dans le monde entier. À la lecture de votre livre Réconciliation, que vous avez publié, j'ai été frappé par la méthode que vous préconisez pour mettre fin aux fractures idéologiques et historiques
de la décolonisation, que la décolonisation n'a pas réduite et qu'on ne peut guérir qu'après avoir accepté la réalité des faits et en assumer la responsabilité. Je salue enfin votre attachement à l'Afrique, territoire de réconciliation aussi nécessaire que difficile. Je songe à l'Algérie, où les accords d'Évian ont mis fin à une longue guerre de 8 ans. Aujourd'hui, l'Algérie parvient difficilement à donner du travail à une population qui est passée de 10 millions à 40 millions aujourd'hui. Malgré les mea culpa successifs prononcés par nos présidents de la République, l'Algérie ne parvient pas à tourner la page de la colonisation. Comme les habitants se plaignent du chômage et manifestent dans la rue, la France est devenue la tête de turc du gouvernement algérien qui cherche à nous faire endosser la responsabilité de la mauvaise utilisation des ressources du pétrole et du gaz qui aurait dû permettre de construire une économie assurant un niveau de vie correct à la population. Vous avez découvert l'Afrique après votre entrée à l'ENA, qui vous a envoyé faire un stage de première année au Bénin. Vous dites qu'il faut voir l'Afrique comme un tout en oubliant la division traditionnelle entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Vous rappelez que l'Afrique comptera 2104 milliards de personnes, soit 40% de la population mondiale, contre 10% aujourd'hui. Vous dites que si l'Afrique reste le continent le plus pauvre du monde, il l'est de moins en moins. Pendant plus de 2 décennies, l'Afrique a affiché des taux de croissance élevés, dépassant en moyenne 5% par an. Les États africains ont fait beaucoup d'efforts pour la scolarisation et consacrent désormais à l'enseignement une part de leur budget supérieure à la nôtre. L'Afrique est déjà entrée massivement dans la transition numérique. Les Africains communiquent maintenant avec leurs smartphones. Hélas, l'insécurité, les attaques des terroristes au Sahel, la sécheresse et l'extrême pauvreté poussent les Africains à chercher asile ou une vie meilleure en Europe et spécialement chez nous. Seule une élévation du niveau de vie permettrait de maintenir les populations sur place. Actuellement, c'est la principale cause de l'immigration clandestine et c'est un argument très fort pour développer l'aide publique à l'Afrique. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je me réjouis que M. Rémi Rioux vienne rejoindre notre Académie. Merci, chers confrères. Vous pouvez rester là. Vous pouvez pas rester. Je crois qu'il remonte pour la photo. Rémi Rioux, maintenant c'est à vous d'intervenir, de faire l'éloge de notre regretté confrère Césaire, dont je salue la famille qui est ici présente et qui est liée d'ailleurs à la mienne depuis un certain temps sur un autre continent. Bien, monsieur le Président de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Premier ministre, cher Ibrahim, je salue aussi la présence du Premier Président de la Cour des comptes, très cher Pierre Moscovici. Je salue aussi Monsieur le Président de la deuxième section, ma section, cher Dominique Barjot, cher
consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, avant de faire l'éloge de Raymond Césaire, permettez-moi de consacrer quelques minutes pour vous dire l'honneur, l'émotion, pour moi, pour nous tous sans doute, d'avoir entendu à l'instant et d'être installé aujourd'hui dans votre compagnie par Yves Roland-Bilkar. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour tous les collègues de l'Agence française de développement qui sont présents dans cette salle. C'est un honneur pour toute l'agence. Je vois Antoine Pouilleut aussi, qui est avec nous. Cher Yves Roland-Bilkar, vous êtes le dernier survivant parmi les négociateurs algériens et français des accords d'Évian, vous l'avez dit. Vous avez été l'administrateur général de la Caisse d'équipement de l'Algérie, la CEDA. Vous avez été le premier directeur général adjoint, il y en a un autre ici, de la Caisse, de la Caisse centrale de coopération économique de 1967 à 1979. Vous avez été son directeur général jusqu'en 1989. Le premier, parmi mes prédécesseurs, à avoir été nommé pour un mandat à durée déterminée. Vous êtes aussi le seul à avoir été reconduit à 3 reprises par 2 présidents de la République pendant 3 septennats, y compris une période très complexe de cohabitation. C'est dire le consensus et le très grand respect qui se sont formés autour de votre personne. Pour la longévité d'un mandat à l'AFD, bien sûr, vous suivez seulement André Postelvinet, resté, vous l'avez dit, dans ses fonctions pendant 30 ans. Et donc, à travers vous, aujourd'hui, tout le monde le mesure, ce sont près de 50 années que vous incarnez, que vous représentez. Commencez, oui, en 1941 à Londres, bientôt à Brazzaville, à Alger, à Paris. Et donc vraiment, je voulais aujourd'hui vous rendre hommage pour votre vie consacrée au développement, pour votre vie consacrée à fonder cet établissement que j'ai l'honneur de diriger. Vous lui avez donné, avec André Postelvinet, cette marque initiale de rigueur, d'amitié, de curiosité et de respect des autres aussi, qui persiste jusqu'à ce jour et à laquelle nous sommes si attachés. Plus de 30 ans après votre départ de la Caisse pour devenir PDG d'Air Afrique, voilà, l'AFD se souvient de vous, de ce directeur général auquel elle doit tant. Elle lui doit l'extension de son champ géographique. Elle lui doit, vous l'avez dit, son activité en Algérie, si particulière, et qui, je l'espère, reprendra bientôt beaucoup de force. Elle lui doit la création de sa filiale Proparco en 1977, le développement pour et par le secteur privé. Elle vous doit surtout une pensée stratégique très forte, très clairvoyante, que vous avez fixée en effet dans le rapport de la commission Gors sur la coopération de la France avec les pays en développement. Ce rapport, que vous avez rédigé en 1971, est au fond la matrice que nous déployons depuis lors dans une très longue suite de réformes qui a, je crois, pris fin l'an dernier avec le vote à l'unanimité du Parlement de la loi du 4 août 2021 de programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales. Cette loi, oui, elle a décidé d'intégrer un autre établissement public qui s'appelle Expertise France au sein d'un grand groupe AFD. Et puis elle a aussi ouvert la voie à un dépassement que je crois nécessaire, que je crois attendu, du cadre même de l'aide publique au développement, comme nous venons de l'évoquer. Alors, moi je suis historien de formation, de tradition familiale,
africain aussi par ma belle famille. Et donc je compte vraiment, Monsieur le Président, m'investir à l'avenir parmi vous et à la suite, bien sûr, des travaux de mon collègue et cher ami François Pacman pour mieux comprendre ces années de formation, de fondation, de croissance, d'organisation de notre dispositif de développement auquel, bien sûr, tant d'entre vous dans cette salle ont eux aussi pris une part active, essentielle, précise. Non pas seulement parce que j'aime l'histoire, mais aussi parce que j'ai la conviction que cette politique de développement, cette institution, tous ceux qui la servent n'ont jamais été aussi nécessaires, n'ont jamais été aussi placés sur les grands sujets du moment, les grands enjeux, et qu'il faut que ce troisième D, celui de développement, qui se construit discrètement, patiemment, concrètement, à côté et en lien très étroit avec notre diplomatie et notre défense. Il faut qu'on en achève maintenant la mutation et qu'on en délivre tout le potentiel, tout le bénéfice. Cette politique, ce cadre, il est entré dans une mutation très profonde, je crois, à partir de 2015, avec l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable, les ODD. On pourrait bien sûr, on en parlera sans doute à nouveau. Cela a été dit. Merci à messieurs Arnaud, Gazibo, merci à vous, Monsieur le Premier ministre, cher Ibrahim Mayaki, avec beaucoup d'éloquence. Et j'aimerais pouvoir rebondir, compléter, mais bien sûr, je n'en ai pas le temps, mais on est entré dans une grande mutation qui doit à la fois permettre d'être plus précis, plus exigeant au service des plus pauvres et des pays les plus vulnérables, et puis aussi d'avoir un effet de démultiplication dans le reste du monde, notamment dans le monde émergent, pour faire face à cette très grande crise, celle des inégalités, celle du climat, celle de la biodiversité, qui angoisse les plus jeunes d'entre nous, les plus âgés aussi parfois, et face auxquels, je crois, nous avons des solutions, nous avons des outils, pour peu que nous sachions les passer à l'échelle et que nous sachions les mobiliser. Une politique de développement élargie, bien sûr, à l'ensemble du monde, y compris notre propre pays. C'est le message de 2015. Nous sommes tous en développement. Et puis élargie, oui, jusqu'à la justice, vous l'avez dit, élargie jusqu'à la démocratie. J'ose le mot, même si, vous le savez, c'est un mot très largement tabou dans le monde du financement du développement depuis si longtemps, mais qu'il nous faut, puisque la situation est si nouvelle, vous l'avez dit avec tellement de force, cher Ibrahim, qu'il nous faut, je crois, maintenant prendre à bras le corps, et sérieusement, Achille Bembe, qui nous écoute, je crois, depuis Johannesburg, l'a dit et va le faire avec beaucoup de force à nos côtés. Et puis, Monsieur le Président, j'aimerais aussi, avec vous, dans cette académie, peut-être réfléchir et chercher à renouveler aussi l'idée même d'outre-mer. Parce que si le mot de développement et le concept de développement est frappé, je crois, d'obsolescence ou d'incertitude, s'il est contesté, je crois que l'idée d'outre-mer, le concept d'outre-mer, garde sa richesse, son intérêt, son mystère aussi peut-être, et qu'il mériterait, puisqu'il nous réunit, de continuer à nous inspirer, pour peu bien sûr qu'on le réinvestisse, pour peu qu'on ait une conception très large, je crois, de ce qu'est l'outre-mer, une conception qui s'est réduite, mais ce n'est pas la nôtre, celle finalement d'un monde en commun, oui, d'un monde dans lequel nous sommes tous au-delà d'une mer, nous sommes tous
en développement et en appliquant systématiquement les 4 valeurs de l'académie: savoir, comprendre, respecter et aimer. Pas de plus beau programme. Jamais peut-être cette académie n'a été elle aussi nécessaire. Alors, j'étais trop long, pardon, et ce n'est pas bien sûr le sujet de mon principal, de mon discours aujourd'hui devant vous. J'ai été installé par un de mes grands prédécesseurs à l'AFD. Il me revient bien sûr, conformément à votre tradition, de revenir avec vous sur le parcours de mon propre prédécesseur ici à l'Académie, Raymond Césaire. Et là aussi, de lui rendre un vibrant hommage parce qu'il a été, je l'ai compris aussi, vous l'avez dit, Monsieur le Président, un maillon essentiel, un maillon fort dans cette chaîne d'individus, dans cette chaîne de valeurs, dans cette chaîne de projets qui forment finalement cette compagnie qui nous lie toutes et tous ici. Et puis, je sais que notre discussion sur le développement, celle qui vient d'avoir lieu, Raymond Césaire aurait sans doute beaucoup aimé y participer. Et il y aurait amené une voix, une expérience singulière, et qu'il l'aurait fait avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de force parmi nous. Raymond Césaire fut un académicien très assidu, je le sais, depuis son élection en 2009. Il a notamment présidé la 2e section, celle qui m'accueille aujourd'hui, et beaucoup d'entre vous se souviennent de son énergie, de sa présence très active et toujours très souriante. Je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, pour ma part, de le rencontrer, mais ses textes, très nombreux, laissent de lui une image chaleureuse et me permettent peut-être aujourd'hui d'évoquer de façon sans doute incomplète, mais je l'espère aussi fidèle et respectueuse que possible, son souvenir et sa haute figure. J'ai consulté ses publications dans notre revue, Monde et Culture, elles sont nombreuses, ainsi que dans le bulletin de l'Amitié Réalité Outre-mer, l'AROM, l'association qu'il présidait depuis 2006. J'ai aussi retrouvé un témoignage, la retranscription d'un témoignage très intéressant qu'il avait donné à des étudiantes de l'université de Paris 1, où il exprimait très précisément ce qu'il souhaitait laisser, transmettre aux générations suivantes, les enseignements, au fond, de son parcours professionnel et de sa vie. Né le 25 octobre 1932 au Gras, dans le Doubs, un autre clin d'œil à Pierre Moscovici, non loin de la frontière suisse, Raymond Césaire passe le baccalauréat de philosophie, puis il entre en classe préparatoire. Il réussit sa licence en droit avant d'entrer à l'École nationale de la France d'outre-mer, Colo, comme on disait bien sûr alors. À l'Enfom, Sangor, Griolle, Pérou, Brunswick figurent parmi ses maîtres. Il évoque dans cet entretien la préparation d'ailleurs très précise qui lui fut donnée dans ses années de formation et peu de temps ou contemporaine de la loi cadre, on lui a formé finalement aux mesures administratives à prendre en vue de la décolonisation. Et il se souvient alors, je le cite, d'intenses discussions politiques dont Sangor, qui était ministre du gouvernement français, lui donnait les ressorts. Placé sous les drapeaux en 1956, il sert en Algérie comme officier dans les sections administratives spécialisées, les SAS. Cette expérience de terrain tardive, mais très innovante, qu'il jugea lui-même formatrice, au point d'ailleurs d'y consacrer une séance thématique de notre académie le 24 mai 2017, intitulée « Les sections administratives spécialisées de l'armée française en Algérie, analyse d'une expérience de pacification ». Je crois que cette séance, je l'ai constaté, a permis de cerner finalement quel était ce moment particulier
de la guerre d'Algérie, cette expérience-là, avec son propre témoignage d'ancien officier, avec des exposés sur les bureaux arabes par Jacques Frémaux, sur la politique de pacification des officiers SAS pendant la guerre d'Algérie par Grégor Mathias, et sur l'action d'assistance et d'insertion des anciens supplétifs par l'association des anciens SAS par Daniel Abolivier. La lecture de la communication de Raymond Césaire ce jour-là nous permet aussi de découvrir son goût du sport et des sensations fortes qui le conduisit à passer son brevet de parachutiste. Il y exprime aussi sa découverte, évidemment, fasciné de l'Algérie à 25 ans, quand, jeune lieutenant, il exerce la charge de maire de 3 communes, 3 villages, que sa SAS supervisait. Il dit aussi avoir appris la vigilance, devenu chez lui un second sens, qui lui sera particulièrement précieux dans les, j'y viendrai, nombreuses situations de crise qu'il aura à connaître ultérieurement. C'est décoré de la Croix de la valeur militaire qu'il est libéré en 1958 pour rejoindre la carrière diplomatique en tant que secrétaire des Affaires étrangères à Madagascar. C'est le début de ses 400 coups diplomatiques, selon la jolie formule de Stephen Smith dans un article de Libération qui lui fut consacré le 18 juillet 1997. Il est nommé en 1959 attaché au cabinet du chef de la province de Tamatave, poste qu'il quitte un an après pour rejoindre le Congo. D'abord secrétaire au cabinet du dernier des gouverneurs, il assiste, il le raconte, en 1960 aux fêtes de l'indépendance, en présence d'André Malraux, dans une atmosphère particulièrement joyeuse. Il devient le premier secrétaire à Brazzaville, exerçant aussi les fonctions de conseiller culturel. Il est affecté en 1964 à l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères, à la direction des Nations Unies, qu'il quitte en 1967 pour le Nigeria, en tant que conseiller à l'ambassade, où il suit la guerre du Biafra. Pour beaucoup de Français, souvenez-vous, cette guerre marque un tournant. Elle est particulièrement proche. C'est la première ou l'une des premières guerres à nous habituer finalement à la terrible puissance des images animées qu'offrait la télévision. Et donc elle a laissé cette trace et Raymond Césaire y a contribué. La France y fut doublement impliquée au plan politique par le soutien apporté aux séparatistes et au plan humanitaire, puisque c'est le premier grand foyer de mobilisation des Médecins sans frontières. En gros, j'ai servi à rappeler chaque semaine que Paris était à 2 doigts de rompre les relations diplomatiques et à reconnaître le Biafra officiellement. C'est ainsi que Raymond Césaire résumait sa mission dans ce pays. Toujours cité par Stephen Smith, le journaliste complétait en ajoutant un aspect sur lequel il insiste moins. Une de ses cousines maternelles était la belle-sœur de Jacques Foccart. Le fidèle gardien de la relation avec l'Afrique à l'Élysée envoyait à l'époque au Biafra armes et mercenaires depuis le Gabon. C'est pour ainsi dire en famille qu'était gérée la crise nigériane. Puis, c'était l'Afrique, intervient une grande bifurcation de carrière et de vie pour Raymond Césaire, assez improbable, à dire vrai, pour un ancien élève de l'Anfom, puisque l'Amérique latine n'était pas dans les choix offerts à la sortie de l'école. Raymond Césaire est affecté au Chili en 1970, puis à l'administration centrale de la direction des Amériques en 1974, où il occupe le poste, toujours passionnant aujourd'hui, de sous-directeur pour toute l'Amérique latine. Il retourne sur ce continent en tant qu'ambassadeur en Bolivie en 1980, puis ambassadeur au Pérou en 1984. En 1988, il est le commissaire général de l'année de la France en Inde, puis il redevient ambassadeur chargé de mission pour les questions de stupéfiants en 1989, avant d'être nommé en 1994 comme ambassadeur au Congo, fonction qu'il exerce jusqu'à sa retraite en 1997. Ainsi se déroule un parcours apparemment classique
de secrétaire, conseiller, puis ministre plénipotentiaire. Raymond Césaire gravissant pas à pas tous les grades du corps diplomatique, alternant les postes sur le terrain et à l'administration centrale, se partageant entre Afrique et Amérique, continent auquel il consacre une dizaine d'années chacun. Mais cette carrière, pour être classique, est beaucoup plus originale et intéressante que cela, parce que ce parcours, j'ai commencé à le dire, ne fut pas de tout repos. Raymond Césaire est vraiment un diplomate de crise. Je l'ai dit avec celle du Biafra au Nigeria. Je le dis bien sûr pour le Chili, sous Allende, à l'époque des dictatures militaires d'Amérique latine. Je le dis aussi pour son séjour en Bolivie, son premier poste d'ambassadeur, où il contribua très activement et assez illégalement, je crois, au rapatriement de Klaus Barbie en janvier 1983, pour que justice soit rendue devant le peuple français ultérieurement. Et puis, bien sûr, le Pérou, à l'époque, souvenez-vous, guerroyait le sentier lumineux. Tous ces postes lui ont fait prendre des risques personnels réels, partagés avec sa famille, avec ses 3 enfants scolarisés. Ils lui ont aussi procuré beaucoup de satisfaction lorsque, selon ses mots, la politique que nous étions chargés de mettre en œuvre réussissait et que nous parvenions à régler des cas dramatiques, asile politique, réfugiés. Et c'est en raison de cette expérience reconnue de la gestion des crises qu'il fut nommé à Brazzaville, où il sera là aussi confronté pendant toute sa mission, les 3 années de sa mission, aux troubles très profonds que traversait alors le pays, jusqu'à leur paroxysme entre juin et octobre 1997, avec la guerre civile qui opposa Pascal Lissouba à la tête de l'État et son prédécesseur Denis Sassou Nguesso. Entre milices Cobra, Ninja, Cocoy, Raymond Césaire affiche à nouveau sérénité et confiance dans l'épreuve, alors qu'il risque sa vie, comme en témoigne l'agression dont il fait l'objet au sortir d'une audience avec le chef de l'État. Il se retrouve le 25 juin 1997 plaqué au sol, sous la menace d'une Kalachnikov, se demandant, je cite et notez son humour, s'il serait rafalé dans le sens de la longueur ou de la largeur. Sa conduite, courageuse, exemplaire, l'action qu'il a menée tout au long de cette crise et lors des précédentes qu'il eut à vivre, pour favoriser toujours les médiations, protéger nos ressortissants, contribueront à ce que Raymond Césaire soit élevé à la dignité d'ambassadeur de France le 17 octobre 1997, alors que le conflit congolais trouve son dénouement. Le 1er janvier 1998, sa promotion au grade de commandeur de la Légion d'honneur viendra encore parachever cette grande carrière diplomatique et témoigner de la reconnaissance de la République. Retraité, Raymond Césaire s'est investi très fortement dans les associations qui entretenaient le lien qui nous réunit, qui entretenaient le lien avec les anciens élèves de l'Enfom en particulier. L'esprit colo aurait pu s'effacer après la fermeture de l'école, la dispersion de ces anciens élèves dans divers corps et ministères, au ministère de la Culture en particulier. Mais pour beaucoup, pour ceux notamment qui avaient peu de relations en métropole, après un parcours enchaînant les mobilités dans le reste du monde, l'appartenance au corps a été une ressource qui facilitait l'arrivée en France, qui facilitait leur réinsertion par le dynamisme de l'association des anciens élèves. Et Raymond Césaire l'a présidé dans ce but, cette association qui s'appelle la Rome. Il a dirigé son bulletin, s'efforçant toujours de garder le lien entre les anciens pays de l'Empire français et les actuels départements et territoires d'outre-mer et tous ceux qui avaient formé cette communauté. J'ajoute qu'il fut aussi le vice-président d'une autre association créée en 1995 qui s'appelait la Coordination de l'Afrique de demain, dont la mission est de donner de l'Afrique une image moins misérable
de celles qui existaient et de lutter contre l'afro-pessimisme. Je crois que ce sont des objectifs qui restent évidemment d'actualité et plus nécessaires que jamais. Voilà, après avoir servi l'État 44 ans, Raymond Césaire fut élu membre titulaire de la 2e section de l'Académie des sciences d'outre-mer le 27 novembre 2009. Veuf depuis 2018, il meurt 2 ans plus tard, le 24 mars 2020, laissant 3 enfants, Jean-Marc, Bénédicte et Bertrand. Deux d'entre eux sont parmi nous ce soir et je les remercie beaucoup, ainsi que 8 petits-enfants. 2 d'entre elles sont parmi nous ce soir également et je les en remercie. En m'adressant à vous, donc j'ai bien sûr une pensée pour vous, ces proches, et je me réjouis de voir dans les yeux de tous les participants à cette séance, dans ma voix aussi, l'émotion que cet hommage suscite et qui, je crois, est la meilleure preuve du respect qui entourait mon prédécesseur. Voilà, donc je les salue, je vous salue et je vous remercie à nouveau du grand honneur que vous me faites de vous rejoindre. Merci. Merci, cher Rémi. Nous allons maintenant procéder à la partie la plus importante de la journée, puisqu'on va remettre à Guérillot une médaille. Il n'en avait pas assez jusqu'à présent, donc on lui en offre une aux couleurs de l'Académie des sciences d'outre-mer et à son nom propre, avec la date de son élection. Bienvenue. On va faire des photos. Et donc, M. Roland Bicard, la famille de notre collègue Raymond Césaire, Une adaptation. On va prendre toute la 2e rangée. Là. Vous aussi, bien sûr. oui, bien sûr. J'ai eu mon fils, ma soeur. On a eu M. Roland Bicard. Oui, bien sûr. Bien sûr. On se met là, comme ça? Magnifique. Ça vous allez? Parfait. Parfait. Oui, peut-être. Il y a qu'une manche. Merci, oui. Je vois que vous pensez toujours aux choses importantes de la vie de l'Académie. Voilà, on va se mettre là. Emmanuel, viens, on va tous se mettre là. Venez. Mon fils Clément, Pedro Corentin, ma soeur. Venez. Ah, on va peut-être pas tous tenir. On va peut-être faire ma famille, puis après la famille de... Je sais pas si on va tous tenir. Oui, on peut peut-être faire une On photo va le faire avec en deux ma fournées, petite c'est ça famille et puis ensuite avec vous. On vous fait descendre pour... Allez. Ça fait la 2e photo là. Venez mesdemoiselles, venez, je vous en prie. C'est bon, vous arrivez à voir tout le monde? Oui. Merci. Merci à vous. Ouais, un peu long, mais...